Merci beaucoup Bertrand Valliorgue et cher ami de m'avoir si gentiment introduit. C'est en fait un honneur pour moi d'être avec vous ce soir, surtout sur un sujet qui est si important pour nous tous et pour lequel vous avez contribué par les travaux de votre chaire pendant 7 ans à alimenter à la fois la réflexion et le côté fort des débats qui ont eu lieu dans ce pays depuis quelque temps. Donc c'est un honneur pour moi et je vous le dis sincèrement, ça me touche beaucoup d'être avec vous ce soir. Vous l'avez dit, j'ai un emploi du temps un petit peu chaotique en ce moment, mais écoutez, il y a des engagements qui tiennent. Je ne vous cache pas que voilà, j'y tenais beaucoup, cher Daniel, parce que vous savez l'amitié que j'ai pour vous, pour Limagrin, pour Clermont et pour tous ceux qui sont ici. En tous les cas, mesdames et messieurs les parlementaires, les élus, le président de la Chambre, vraiment ça me touche beaucoup que vous soyez là. Les étudiants aussi, parce que c'est eux qui porteront tous ces sujets dans l'avenir et par conséquent, on compte bien sur eux pour intégrer tous nos débats et puis les porter plus haut dans les années qui viennent. Évidemment, je pourrais rester longtemps à vous parler de ce rapport et je ne crois pas que ce soit le sujet. Je préférerais d'ailleurs que ce soit plutôt interactif et donc être soumis à la torture du tribunal qui se trouve là. C'est-à-dire, il ne vous manque plus que les toges et le bonnet. Voilà. Mais enfin, je tâcherai de répondre. Mais je ne crois pas que ce soit l'idée. Peut-être quand même quelques éléments de contexte qui me paraissent importants de partager avec vous d'entrée de jeu. Se demander pourquoi finalement ce rapport est arrivé au moment où il est arrivé et au fond quel espoir j'ai pour sa mise en œuvre dans l'avenir. Il y a des raisons de circonstance. Vous l'avez souligné tout à l'heure, il y avait l'année dernière un débat à l'Assemblée porté par des personnes tout à fait passionnées d'ailleurs du sujet, qui faisaient des propositions relativement dynamiques, pour ne pas dire autre chose, qui impliquaient évidemment des conséquences importantes pour les entreprises dans notre pays. Et ce débat était vif, important, et le gouvernement français, à l'époque, cherchait au fond une forme de doctrine qui puisse trouver un équilibre fin entre les passions des uns et des autres sur un sujet qui mérite cette passion, mais qui avait besoin de sérénité. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement a demandé à Nicole Notat et à moi-même de prendre ce sujet en main pour essayer de tracer une voie possible, acceptable, consensuelle, et qui permette non seulement de progresser fondamentalement, mais d'apporter une forme d'apaisement à la vie économique et politique de notre pays dans les années qui viennent. Alors c'est là que l'élément contexte est important, parce qu'il ne vous a pas échappé, surtout ceux qui ont travaillé sur ce sujet pendant pas mal de temps, que nous traversions des périodes j'allais dire, sociales, économiques et politiques dans différents pays du monde, et pas qu'en Europe, mais en Europe en particulier, qui méritaient une réflexion rapide si on ne voulait pas être entraîné dans un flot, j'allais dire, à la fois de réflexion et d'action qui ne serait pas maîtrisable. Je dis ça parce que ce n'est pas la peine de vous faire un dessin sur le sujet social qui, à l'évidence, est réapparu dans nos pays il y a maintenant quelques années et qu'il faut entendre et comprendre, notamment par le fait qu'il existe une forme de malaise dans une partie de la population, notamment dans celle qui considère, à tort ou à raison, mais qui considère, et il faut l'entendre, qu'elle est passée à côté de la mondialisation, qu'elle n'en a pas profité, et qu'elle en a plutôt subi des conséquences,
au lieu d'en profiter à son avantage. Et cette partie de la population, si elle n'est pas entendue, va trouver moyen de s'exprimer. Et elle s'exprime. On le voit dans tous les pays d'Europe, on le voit en France aujourd'hui, et pour moi, les événements que l'on peut régulièrement, chaque semaine, commenter, font partie de ces facettes des réactions sociales qui sont liées au sujet que je viens d'évoquer. En plus de cela, naturellement, nous vivons une période tout à fait sensible de transformation dans nos entreprises autour de la révolution numérique. Une révolution qui parfois est anxiogène et qui, de mon point de vue, ajoute à cet aspect social de la mondialisation ratée ou mal acceptée, ajoute un degré de tension qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'encore une fois, une partie de la population estime qu'elle ne pourra peut-être pas suivre, qu'il y aura une bipolarisation de plus en plus accrue dans les métiers des uns et des autres, et surtout une forme d'anxiété par rapport à l'avenir à relativement court terme, chacun ayant en tête qu'un certain nombre d'emplois, quels qu'ils soient, vont être ou supprimés ou évoluer de telle manière que l'on ne sait pas encore très bien par quoi tout cela va être substitué. Et donc, je pourrais rester longtemps sur cette question sociale, mais il faut que vous compreniez que pour moi, cet élément de contexte est juste fondamental pour expliquer pourquoi ce travail que nous avons pu faire l'année dernière me semblait important et pourquoi j'avais accepté de le faire avec Nicole. Et puis il y a un deuxième élément qui vient compléter le premier et qui est indiscutablement lié à ce que j'appellerais une forme de défiance par rapport au capitalisme au sens large. Une forme de remise en cause, une forme de questionnement permanent et qui se manifeste par un sentiment qui est de plus en plus partagé, en particulier en Europe, mais pas seulement, que le capitalisme que l'on présentait comme une forme de solution unique à la vie économique mondiale, notamment après un certain nombre d'événements majeurs comme la chute du mur de Berlin, l'effondrement du communisme, tous ces événements que nous avons connus et vécus ensemble, que ce capitalisme finalement avait porté en lui-même un certain nombre de défauts auxquels s'il n'était pas remis, je dirais, rapidement en cause, allait éventuellement provoquer une forme de schisme dans la vie économique et sociale de nos pays. Et ces dérives du capitalisme, on les connaît bien. Ils tournent autour des questions de court-termisme, d'absence de considération du long terme, de volonté à tout prix de faire réaliser par les entreprises dont on est actionnaire un profit immédiat, rapide et important. Toutes ces questions qui mériteraient bien des développements et sur lesquelles vous avez forcément travaillé nourrissent une forme de suspicion dont les entreprises au sens large subissent les conséquences. Parce que j'ai souvent souligné que, assez curieusement, lorsque l'on interroge les populations, lorsqu'on leur demande de parler de leur entreprise, de leur travail à l'intérieur même de l'entreprise, en particulier quand l'entreprise n'est pas importante, une petite, moyenne entreprise, en général, les gens sont plutôt satisfaits. Mais lorsque l'on parle de l'entreprise avec un grand E, c'est-à-dire, au fond, le système qui entoure notre vie économique, alors à ce moment-là, les premiers mots qui ressortent sont ceux de méfiance, de soupçon et d'inquiétude. Et pourtant, nous savons, nous ici, à quel point le rôle des entreprises est juste central dans notre vie. Si on laissait poursuivre ce soupçon, cette inquiétude, cette méfiance, alors le tout mêlé à cette question sociale dont je parlais tout à l'heure pouvait tout simplement devenir explosif. Et je crois que si on veut analyser les événements que l'on connaît à droite et à gauche, de mouvements parfois radicaux qui s'insurgent contre, je dirais, une forme de vie économique que nous connaissons classiquement,
il faut absolument apporter des solutions à ce qui pourrait, sinon devenir un divorce, chacun considérant que finalement les capitalistes, les actionnaires, ne sont pas sur le même bateau que les autres membres des entreprises, à savoir notamment les salariés, et encore moins les parties prenantes. Que ce divorce de responsabilisation pouvait un jour ou l'autre provoquer un véritable craquement dans le système. Alors, je ne suis pas là pour vous décrire un cataclysme. Je suis là pour vous dire que ce rapport était, de mon point de vue, nécessaire parce qu'il devait apporter un certain nombre de réponses positives à des questions qui étaient juste réelles et parfaitement acceptables. Alors, en plus de cela, il ne vous a pas échappé qu'un certain contexte international se déroulait sous nos yeux, qu'un certain nombre de grandes puissances exerçaient une forme d'influence de plus en plus vive dans l'économie et la politique mondiale, et que parfois ces puissances économiques faisaient référence au capitalisme. Je pense notamment au capitalisme anglo-saxon, que l'on pourrait qualifier de pur et dur, qui lui, de façon non seulement théorique, mais de façon pratique, porte en lui la volonté absolue de porter les entreprises sur un thème du profit immédiat, rapide, et je dirais, non pas coupable, mais peu contextuel. Et puis, il y a d'autres capitalismes, d'autres forces économiques dans le monde qui reposent sans aucune espèce d'inquiétude sur la notion de capitalisme, et parfois en utilisant les armes du capitalisme au sens le plus pur et le plus agressif, mais comme je dis souvent, au service d'institutions qui ne sont pas forcément totalement démocratiques. Et ces deux forces existent. Et là où je veux en venir, c'est que dans notre Europe, pour ne pas parler que de la France, nous sommes aujourd'hui soumis à des pressions venant de ces deux mondes. Et que si nous n'y prenons garde, nous serons bientôt considérés dans notre continent comme une forme de terrain de jeu, dans lesquels parfois nous sommes un peu naïfs, et sur lequel ces puissances s'affronteront, mais laisseront l'Europe, sa culture, sa vie sociale, économique, de côté, pour faire de notre continent, en quelque sorte, un terrain de partage. Et de mon point de vue, c'est peut-être un point qui m'a le plus motivé quand il m'a été posé la question de travailler sur ce sujet, parce qu'il me semblait que le moment était opportun d'apporter une touche qui relève bien sûr de l'économie, qui relève de la réflexion de fond sur le rôle des entreprises, que je considère avec Nicole Notat comme une institution purement politique au sens propre du terme. Le rôle central de l'entreprise en termes social, économiques. Mais apporter une réponse à cette double pression dont je parlais, qui était une réponse qui, en Europe, pouvait trouver un terrain extraordinairement favorable. Parce qu'il ne vous a pas échappé que j'ai une conviction profonde par rapport à la culture européenne, par rapport au fait que, en Europe, nous pouvons parfaitement développer un modèle qui puisse faire face à ceux que j'ai décrits tout à l'heure, parfois dans leur caricature, si je puis dire, mais qui puisse exister en tant que tel et permettre à ce monde de vivre dans un contexte international certes concurrentiel, mais au moins dans lequel l'Europe aurait son mot à dire. Et parmi tous les ciments de cette Europe, cette culture économique qui s'ajoute à la culture européenne en tant que telle me paraît être fondamentale pour jouer un rôle. C'est pour cela d'ailleurs que les prochaines élections européennes, j'espère, apporteront un début de réponse sur ce sujet. S'il y a moyen de créer un ciment en Europe
pour les différents peuples qui la composent, je pense que celui-ci dont nous parlons aujourd'hui est parmi ceux qui sont, à mon avis, les plus forts, ceux qui peuvent être le plus facilement acceptés, parce qu'encore une fois, ils correspondent à notre culture. Voilà ce qui, au fond, m'a motivé, et qui, je crois, a motivé Nicole. Un contexte, une situation tout à fait singulière, des travaux comme les vôtres, qui, depuis des années, réfléchissent sur ce sujet et pour lesquels je dois vous exprimer toute ma reconnaissance, parce que très sincèrement, ils nous ont aidés. Ils nous ont aidés à la réflexion. Ils ont participé au cœur du débat au moment de ce rapport, et sans lesquels, peut-être, ce rapport ne serait pas ce qu'il a été. Et donc je dois vous remercier pour cela, parce que c'était juste fondamental. Alors, bien sûr, ce contexte économique, social et politique que je vous ai décrit, peut-être avec un peu de solennité, mais finalement, il est bien là. Et assez curieusement, depuis un an, je vois se déployer autour de nous tout un tas de manifestations de ce contexte dont je vous parle. Et nous sommes tous conscients ici, parfois, de la gravité de la situation. Et donc il est urgent que les quelques dispositions dont nous avons parlé puissent effectivement entrer en œuvre et permettre justement la création de cet envol de ce que j'appelle le capitalisme responsable, autour d'un certain nombre de principes simples, ceux de la raison d'être, ceux de la responsabilisation des gouvernances, ceux de l'acceptation par les uns et les autres, que les entreprises sont là, oui bien sûr, pour faire des profits, sinon ils ne survivraient pas, mais qu'elles doivent bien entendu s'intéresser à autre chose que le seul profit, qu'elles doivent porter leur attention aux questions sociales et environnementales liées à leur activité, et qu'au fond, cet ensemble de perspectives permettent d'unir les parties prenantes des entreprises, considérant qu'elles ont une communauté de destin, si je me fais bien comprendre. Et qu'il y a bien entendu dans ces parties prenantes des parties plus prenantes que d'autres. Il y a les parties constituantes que sont les actionnaires et les salariés, et je les mets volontairement au même niveau. Et puis il y a les autres parties prenantes, qui sont celles des écosystèmes de l'entreprise, celles qui aujourd'hui ont de plus en plus leur mot à dire, celles qui nous suivent, celles qui nous observent, celles qui nous conseillent, ou celles tout simplement dont on a le plus besoin, nos fournisseurs et nos clients. Toutes ces parties-là, aujourd'hui, sont totalement impliquées dans la vie économique. Et si nous n'en tenons pas compte dans la vie des entreprises elles-mêmes, dans la stratégie fondamentale des entreprises, eh bien je prétends qu'on passera à côté de ce qui pourrait être, à mon avis, une formidable rénovation du capitalisme à travers mon espoir de capitalisme responsable comme étant, encore une fois, un socle de la vie européenne. Je pourrais rentrer dans tous les détails de ce rapport, peut-être que nous allons le faire maintenant à travers les questions et les réponses, mais je voulais partager avec vous, en introduction, ce constat. Ça n'a pas toujours été facile. Les débats au moment du travail que nous avons fait avec Nicole étaient vifs. Nous avons auditionné énormément de monde, dans un temps assez restreint, c'est vrai, mais énormément de monde. Et je peux partager avec vous le fait que dans le secret de nos auditions, des passions se sont déchaînées. Au point d'ailleurs que nous en étions, Nicole et moi, totalement surpris. Avec le recul du temps, je me dis qu'il était en effet temps de travailler sur le sujet. Car sinon, ces passions se seraient exprimées et la tension aurait probablement été trop vive dans nos vies économiques et politiques. Alors j'espère que ce rapport contribuera. Vous avez eu la gentillesse de dire qu'il était important, qu'il était arrivé à un bon moment, qu'il répondait à beaucoup de vos espoirs. Je suis bien sûr très optimiste et je suis très convaincu que c'est bien la voie à suivre. Mais je reste un tout petit peu prudent
parce que les espoirs dont je parle ici, l'espoir de cette rénovation du capitalisme européen, elle est encore à faire. Elle n'est pas encore faite. Et par conséquent, quand je parle à la jeunesse qui est ici, aux jeunes étudiants et autres, je leur dis de grâce, veillez, portez ces sujets. Parce que c'est eux qui assureront à la fois votre bien-être dans l'avenir et ceux des quelques générations qui vous précèdent. Je compte beaucoup sur vous et je vous assure, si ce soir je peux vous communiquer une partie de ma passion et de ma conviction sur le sujet, eh bien j'en serai heureux. Et ayant dit cela, je serai ravi de pouvoir réagir à vos questions. Messieurs, puisque messieurs il y a, de ce tribunal sympathique que je suis tout prêt à répondre. Voilà. Merci. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais rester là. Je me sens plutôt bien là. Merci, Monsieur Sénard. Je vais retenir peut-être en guise de transition de 3 éléments importants. Cet appel à un capitalisme plus responsable que vous avez formulé devant nous. Cette perspective que vous avez donnée aussi européenne et qui n'est pas clairement exprimée dans le rapport, mais que vous resituez très justement. Et puis cette notion de communauté de destin. Daniel Chiron a évoqué un rapport historique. Et je crois qu'il est bon parfois aussi de dire que la France a une tradition historique de réflexion sur l'entreprise et son rapport à la société. Ça fait sans doute quelques années qu'il manquait quelque chose d'important, mais on peut évoquer des figures aussi importantes d'un point de vue historique que Bacon, le rapport Lasserre, Bloch-Lenné, le rapport Sudreau. Et je dirais que depuis le rapport Sudreau, alors là c'est peut-être un avis personnel que vous ne partagerez peut-être ou peut-être pas, on n'avait rien écrit d'aussi important sur le sujet et il était sans doute temps, comme vous l'avez dit, très justement. En guise de réaction, et c'est tout sauf un tribunal, ou en tout cas un tribunal sympathique avec 3 éminents experts, on va faire réagir effectivement nos 3 intervenants sur ce rapport Nota-Sénard, effectivement cette loi Pacte, mais on va peut-être les inviter à monter à la tribune à tour de rôle. Le premier à s'exprimer, et Rodolphe, je vais t'inviter à venir nous rejoindre, Rodolphe Durand, donc qui est professeur à HEC, diplômé de la même école. C'est l'un des chercheurs français sans doute les plus influents en stratégie à l'heure actuelle. Il dirige le centre de recherche Society and Organization à HEC. Visiting professeur dans les institutions les plus prestigieuses, Cambridge, Stern, London Business School, Harvard également. Comme tout chercheur en stratégie, tu travailles sur la question centrale, qui est celle de la survie des organisations et pourquoi certaines développent ou pas ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel. Tu le travailles à tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau de l'entreprise, de ce qu'on appelle l'industrie, mais aussi dans une dimension institutionnelle. Tu es assez éclectique parce que tu as bossé sur plein de secteurs. Alors j'ai noté les biotech, les restaurants gastronomiques, ça devait être pas trop mal quand même. Le photovoltaïque, alors tu as peut-être des panneaux solaires, je sais pas. Les films, avec ça, je crois que c'était avec Julien Jourdan de mémoire. Les sociétés d'avocats également. Et puis les orchestres symphoniques. Donc tu as une liste impressionnante de publications, je ne vais pas y revenir là-dessus parce qu'il nous faudrait sans doute un long moment. Mais tu as aussi une production importante d'ouvrages et notamment l'un des derniers ouvrages que tu as signé qui s'appelle La désorganisation du monde, dans lequel justement, et ça va nous rapprocher de notre sujet, tu réfléchis au rapport, je dirais même aux tensions entre entreprises et sociétés, et tu montres notamment, et ça rejoint également ce qu'a dit Jean-Dominique Sénard, à quel point l'entreprise est une institution centrale du capitalisme et combien il est important de réfléchir aux relations dialectiques qui existent entre entreprises, sociétés et puis parties constituantes et parties prenantes au sens large. Donc, comme l'a dit Bertrand, tu as travaillé plus étroitement avec la commission Frérot-Hurstel, mais tu as été également auditionné. Et donc, tu as eu l'occasion de t'exprimer sur le sujet. On est impatient d'entendre ta réaction et ton commentaire sur ce qui a été évoqué en début de soirée. Merci, je suis très heureux d'être là, de répondre à votre invitation. Et donc, je suis désolé de vous décevoir, parce qu'après un panégyrique comme celui-ci, je pense que peut-être ce que je vais dire en 10 minutes ne va pas répondre aux attentes.
Oui, donc je suis professeur de stratégie et donc professeur de stratégie, ça consiste à aider les étudiants et les entreprises à déterminer leur avantage concurrentiel, c'est-à-dire à participer à cette compétition qu'on a mentionnée tout à l'heure. Et je suis le fondateur et le directeur d'un centre qui s'appelle Society and Organization, Société et Organisation à HEC, suite à la crise de 2008. Je pense, et je ne suis pas le seul, avec de nombreux collègues, comme tous les deux, ou comme des collègues dans les institutions que tu as mentionnées, London Business School, Harvard, d'autres, que le rôle des business schools est absolument, ou des IAE, est absolument essentiel pour nous sortir de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons. Et ce n'est pas seulement aux jeunes générations que ce message s'adresse, c'est évidemment aussi à ma génération, car nous devons agir partout où nous sommes. Le but de ce centre à l'intérieur d'HEC, c'est d'essayer effectivement de mieux entrevoir et de mieux comprendre les liens qu'il y a entre la société, les demandes sociales et le comportement des entreprises. Et donc, c'est suite aux travaux qui ont été réalisés avec une vingtaine de collègues de tous les départements d'HEC, qu'on s'est attaché aussi évidemment à réfléchir et à participer au débat autour de l'entreprise à mission ou de la raison d'être dans l'entreprise. Un professeur de stratégie, c'est quelqu'un qui sait que pour qu'une entreprise survive, il faut qu'elle prenne en compte le coût de son capital et qu'elle produise des résultats qui lui permettent de rembourser le coût du capital. C'est aussi quelqu'un qui normalement fait des recherches, on est nombreux à en faire, et qui montre qu'aujourd'hui les entreprises qui prennent les sujets tels que leur responsabilité sociale, leur responsabilité environnementale, ont, par rapport à des entreprises qui seraient comparables, avec des caractéristiques comparables, eh bien des avantages, effectivement, en termes de ressources humaines, c'est-à-dire qu'elles vont attirer un pool de candidats qui vont être de meilleure qualité, mieux qualifiés. Elles vont être capables de les retenir plus longtemps. Elles vont être capables de produire avec ces personnes des produits plus innovants. Et donc, sur chacun de ces éléments que je suis en train de dire, on peut mesurer l'avantage que représente le fait d'avoir une raison d'être, même si elle n'est pas juridiquement marquée ou encore complètement exprimée, mais au moins d'avoir un projet d'entreprise qui fait que les personnes, que ce soit les salariés et les dirigeants non salariés, adhèrent et développent ce projet. Pour vous donner quelques éléments, par exemple, on estime que sur l'innovation, l'avantage est de 14%, sur la productivité de 6%, sur le bénéfice prix entre 2 et 3%, etc. Donc on a des indicateurs. Et donc, à l'heure où les externalités négatives, c'est-à-dire les conséquences négatives de l'exploitation des ressources par une entreprise, sont de plus en plus visibles et de moins en moins acceptées par la société. Par exemple, la pollution est un exemple d'externalité négative. Le chômage dans un territoire, lorsqu'une entreprise délocalise ses activités, est aussi une externalité négative. Alors que ces externalités négatives sont de moins en moins acceptées et que donc une polarisation de la société se fait jour, il est fondamental de remettre effectivement l'entreprise dans sa définition au cœur du projet social et politique. Mais sans oublier l'aspect stratégique, qui est le rendement supérieur. Si je vous ai dit qu'il y avait 3% de bénéfices prix, 6% et 14%, etc. sur d'autres facteurs, ça veut dire que les entreprises qui ont cette mission au cœur de leur action, eh bien, sont capables d'être plus concurrentielles. Donc on a les enjeux sociaux et environnementaux qui pèsent très fort, qui sont de moins en moins acceptés. On a un capital qui est abondant, puisqu'il y a eu beaucoup d'émissions de monnaie. Mais on a aussi, on le sait, des ressources limitées au niveau de la planète, donc on ne va pas pouvoir continuer à puiser autant. Donc ça veut dire que le coût de ces ressources, de l'exploitation de ces ressources, de l'utilisation de ces ressources va s'accroître. Et on a aussi des risques qui maintenant deviennent de plus en plus prégnants, que ce sont des risques environnementaux, des inondations, des risques sociaux. Et comme le disait l'ancien président d'AXA, à un taux de risque à 3%, on sait comment financer, c'est-à-dire 3% d'échecs ou d'accidents. À 4% de l'activité économique, on ne sait plus. Donc ça devient trop cher. Donc il va y avoir l'accès aux ressources
qui se renchérit et il va y avoir le coût du risque qui s'accroît. Donc ça veut dire que les entreprises qui ne vont pas mettre au cœur de leurs opérations un projet suffisamment fédérateur vont se retrouver avec des coûts d'accès aux ressources supplémentaires, des coûts de risque supplémentaires et une productivité de leurs salariés inférieure. Et donc, mon espoir est double. C'est que d'une part, le projet qui est dessiné dans le rapport Nota-Sénar et qui est écrit depuis le 11 avril dans la loi Pacte puisse permettre effectivement de faire en sorte que ces entreprises-là disposent d'un avantage concurrentiel. C'est une première chose. Et là, mon deuxième espoir, c'est que les investisseurs, et Jean-Florent reviendra probablement, fort des études que j'ai mentionnées préalablement, investissent et basculent de plus en plus vers des investissements un peu plus à long terme sur des entreprises qui ont ce genre de projet. Et soient patientes avec ces entreprises pour leur permettre de déployer des stratégies et une exploitation de leurs ressources humaines et capitalistiques qui soient supérieures à leurs concurrentes venant d'un capitalisme anglo-saxon à la hache ou d'un capitalisme asiatique étatique. C'est ces deux espoirs qui font que je poursuis mes travaux et que je suis très sensible à cette définition d'un capitalisme responsable et qui me fait penser, j'espère, qu'au niveau européen, on va réussir à poser ces principes-là et à préserver, développer notre compétitivité parce que, effectivement, vous l'avez peut-être vu sur la 5G par exemple, lorsque vous avez des entreprises qui, effectivement, pour elles, le coût du capital n'a pas est un coût à zéro ou négatif parce qu'ils sont tout simplement financés sur la dette d'État, la concurrence devient un petit peu plus difficile. Et donc vous avez des opérateurs en Europe qui doivent utiliser des serveurs et des technologies chinoises ou décider de ne pas les utiliser, ce qui est aussi problématique évidemment. Voilà, donc je suis très, très heureux de participer à ce débat. Je suis complètement en adéquation avec ce qui a été dit. Donc, comme juré un peu provoquant, c'est pas complètement réussi. Je vais juste faire deux petits points pour engager la discussion, si vous le voulez bien. Le 11 avril, il y a eu deux événements qui se sont passés. C'est la loi Pacte, le vote de la loi Pacte, et un autre événement qui vient assombrir un petit peu mes deux espoirs. C'est que l'entreprise que dirigeait Nicole Notat, Vigeo Eiris, a été vendue à Moody's. Alors vous dites, qu'est-ce que c'est Vigeo Eiris? En fait, c'est une agence de notation qui permettait d'utiliser les informations publiques sur l'ensemble des entreprises cotées pour déterminer une note, savoir si elles étaient bien gérées avec un souci justement d'une performance environnementale et sociale importante. Et nous avions la chance en Europe d'avoir énormément d'agences de notation dans les différents pays qui petit à petit, ce marché s'est structuré et donc elles ont grossi. Il ne restait plus que 2 ou 3 opérateurs européens qui, au cours de l'année 2019, enfin 2018 et 2019, ont tous été rachetés par les Américains. Donc là, j'aimerais avoir votre réaction à ce sujet, puisque moi, avec SNO, mon centre de recherche, je travaille avec des entreprises du CAC 40 et d'autres. Et effectivement, les entreprises, beaucoup d'entre elles font des efforts dans ce sens-là, mais c'est vrai que le rôle des investisseurs est fondamental. Et si, évidemment, nos analystes qui donnent ces notes pour que les investisseurs investissent en disant « Tiens, je vais prendre des entreprises qui sont bien notées pour leur impact environnemental ou social ou la protection des salariés qu'elles ont en France, en Europe, mais aussi en Inde ou en Indonésie, eh bien si ces agences passent toutes sous la férule des agences de notation américaines, se pose un problème. C'est-à-dire que les critères américains vont s'appliquer en Europe. Donc c'est peut-être ma première question. Et la deuxième chose, donc j'ai été auditionné effectivement au Parlement pour les entreprises à mission, et les questions que j'ai posées aux parlementaires, c'était de dire, bon, c'est bien l'entreprise à mission, il y a plein d'espoir, mais si c'est pour avoir 50 entreprises à mission et 50 employés dans 5 ans, ça le fait pas, pour parler en mauvais français. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les entreprises à mission soient plus que des divisions d'entreprises ou d'autres types d'organisations. J'aimerais que ces entreprises-là puissent montrer toute leur efficacité opérationnelle
et qu'elle puisse bénéficier, effectivement, moi je suis capitaliste, de plus de capitaux pour grossir et pour montrer comment elles peuvent développer un avantage concurrentiel. Cet aspect-là n'est pas présent dans la loi, de même que les conditions de sortie. Bon, en gros, vous définissez une mission, vous mettez dans vos statuts, là c'est peut-être à toi de réagir, mais vous mettez dans vos statuts, il y a une espèce d'organe extérieur qui va dire oui, bon, tu as bien suivi ta mission, et puis au bout de si 2 ans consécutifs, si je ne me trompe pas, la mission a été plus ou moins respectée, on perd l'élément de qualification de statut à mission. Pour moi, c'est pas du tout assez sévère. À la fois, je pense qu'il faudrait avoir beaucoup plus d'accès au capital pour monter à l'échelle, c'est-à-dire gagner en puissance de frappe, et en même temps que le contrôle et que les pénalités soient beaucoup plus importantes. Merci. Merci Rodolphe. Bien, ben là, je vais peut-être me permettre de réagir à ce que vous avez dit, et je vous remercie d'avoir abordé tous ces points. Alors, ils sont nombreux, je vais répondre à tout, je vous rassure. Bon, sur le premier aspect, on pourra dire encore un mot sur ces questions de la nécessité d'avoir une raison d'être. Vous me direz quand même, c'est un peu du bon sens. Enfin, je dis souvent quel est le chef d'entreprise dans cette pièce qui peut se lever en disant que son entreprise n'a pas de raison d'être. C'est quand même un peu gênant. Enfin, quand on y réfléchit quand même. C'est bien. Donc, mais au-delà du bon sens, je dirais, c'est le sujet du sens. Et je crois que ce n'est pas les générations ici qui me contrediront, quelle qu'elle soit cette génération, pour confirmer le fait qu'il y a aujourd'hui un immense besoin de sens. Et qu'un des rôles de chef d'entreprise, au-delà des petits sujets dont il s'occupe au quotidien, c'est quand même de donner le sens. Et que si on ne fait pas cela, l'adhésion, on ne l'aura pas. Et on sait très bien aujourd'hui quel est le rôle de la dimension humaine dans nos entreprises. Il est juste essentiel. Dire le contraire, c'est juste avoir perdu la raison. Et donc c'est ce phénomène de recherche de sens, d'affirmation de sens, de vision, joue un rôle aujourd'hui, mais considérable dans la motivation des équipes. Et on sait très bien, et c'est le résultat de vos enquêtes, les corroborent, mais c'est normal, c'est classique, je dirais, c'est rassurant. L'engagement des collaborateurs dans une entreprise, il vient de ce que chacune sait ce qui va se passer, pourquoi le matin on se réveille pour aller travailler, qu'est-ce qu'on va y faire. Il y a là quelque chose d'absolument essentiel, et je ne vous cache pas que le soin qui doit être apporté à la rédaction d'une raison d'être, la définition d'une vision est absolument central. L'autre aspect que vous avez évoqué, qui est à mon avis encore plus, je dirais, important, parce qu'il s'agit de l'avenir, c'est que c'est une chose de réfléchir au capitalisme dit responsable, de l'appeler de ses voeux, de considérer que c'est un socle absolument nécessaire, notamment dans une région comme l'Europe, pour affirmer son caractère, affirmer sa présence. Je disais tout à l'heure que c'était un sujet quasi politique, et au sens noble du terme, j'ai aucun état d'âme par rapport à ça, et ce que vous avez dit tout à l'heure l'illustre parfaitement. Parce qu'on aurait pu en parler avec les responsables de la finance, mais fondamentalement, il n'y aura pas de capitalisme responsable s'il n'y a pas d'investisseurs responsables. Si il ne se crée pas dans notre environnement des institutions suffisamment fortes pour porter ce concept et le traduire dans l'action quotidienne et sa propre stratégie, tout ce que je vous raconte là passera plus tard pour la réflexion d'un doux rêveur et finalement une espèce d'idéaliste un peu perdu dans les nuages. Parce que réalité, c'est que si ça ne se concrétise pas, vous allez assister de plus en plus à je dirais, des nouvelles du type de celles que vous avez évoquées pour Vigéo. Il y a quelque chose qui n'est pas acceptable aujourd'hui en Europe, c'est cette forme de faiblesse politique au sens européen qui conduit finalement à se lamenter, mais à ne pas prendre les dispositions qui vont bien. Alors en l'occurrence, puisqu'on peut parler de ce sujet, si nous ne revenons pas rapidement sur la réflexion qui a eu lieu au moment où l'Europe a pris des dispositions
sur les institutions financières, Bâle et Solvency II, qui ont conduit de fait les grandes institutions financières européennes à limiter considérablement leur engagement auprès des entreprises, où les grands assureurs internationaux d'Europe ont vu leur portefeuille d'actions fondre sous le coup de la réglementation qui à l'origine était une réglementation, je veux dire, anti-risque. Si on ne revient pas là-dessus, avec en plus l'affirmation que ces investissements peuvent avoir lieu, mais qu'en plus ils doivent suivre un certain nombre de critères, eh bien malheureusement, je crains que nous nous retrouvions dans quelques années dans une situation peut-être pire que celle d'aujourd'hui. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'évoquais les élections européennes et la constitution d'une nouvelle commission en Europe, j'appelle de mes voeux que l'on porte ces sujets-là au fond du débat. Malheureusement, comme vous le savez, ce n'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui. Et pourtant, c'est ça la clé. Quand je parlais de veille, quand je disais il faut agir, il faut le bouger, il faut le dire, c'est parce que je crains malheureusement que ce que nous disons là, dans cette pièce, évoque peu d'écho aujourd'hui dans le monde politique européen international, et que si on rate cette marche, on mettra du temps à la remonter. Et donc il s'agit de dispositions politiques, des dispositions européennes, des directives nouvelles, la capacité de créer cet environnement d'investissement responsable qui est juste indispensable. Si Vigeo a terminé dans les bras de Moody's, c'est pas à moi de commenter, je dirais, le fait, mais c'est parce que je le sais très bien, de la bouche même de la personne qui est la plus concernée, c'est qu'elle a tout fait pour trouver des bras européens, mais qu'elle n'en a pas trouvé. Avouez quand même que c'est un comble. Parce que c'est une parfaite illustration du manque à la fois de réglementation européenne, mais d'état d'esprit pour construire cela. Pour ma part, je n'ai pas pris cette nouvelle comme une formidable nouvelle et j'ai rien contre Moody's. Vous pensez bien, ce n'est pas le sujet. Mais par rapport à tout le débat que nous avons, j'ai vu ça comme une parfaite illustration du vide sidéral dans lequel aujourd'hui se trouve l'Europe et qui risque de rendre mes propos effectivement un peu vains si on ne réagit pas. Est-ce que je me fais comprendre ? Il faut comprendre que le système en lui-même porte sa propre contradiction. Pourquoi est-ce que les fonds de pension américains aujourd'hui dominent le capitalisme ? C'est tout simplement parce que ceux qui investissent dans ces fonds de pension sont en réalité les futurs retraités ou les retraités du monde anglo-saxon. Et que, individuellement, chacune de ces personnes attend que le fonds de pension qui gère ses propres capitaux lui rapporte des revenus, si possible importants, rapides et cumulatifs. Et que donc un comportement individuel peut parfaitement se comprendre. Qui, dans cette pièce, n'aurait pas au fond le même réflexe? Et qu'à partir de ce moment-là, la machine infernale se met en route parce que ces fonds de pension vont forcément chercher à satisfaire leurs clients. Sinon, ils disparaissent. Et vous vous retrouvez dans une mécanique vicieuse qui fait qu'au bout du bout, eh bien, ce sont les critères de court terme, de profit immédiat et de force, très liés, je dirais, à la théorie du capitalisme anglo-saxon, cette fameuse théorie de l'agence, cette théorie de Friedman des années 70, qui a été très, 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 très puissante. Je vous rappelle que toutes les années Thatcher, les années Reagan ont porté cela. Et qu'aujourd'hui, on est dans un système qui, avant de se remettre en cause, mettra beaucoup de temps, parce qu'il est porté par les individus eux-mêmes, n'est-ce pas, qui ont besoin d'une, je dirais, d'un retour sur leurs propres investissements. Donc je dis ça parce que vous voyez que c'est un besoin structurel de réforme dont on a besoin en Europe, et que ce n'est pas simplement de le prononcer, de créer quelques ouvertures, c'est un vrai système qui fasse contrepartie au système des fonds de pension nord-américains ou anglo-saxons et qui puisse drainer
l'épargne des Européens et être gérée de la manière la plus responsable possible. Vous voyez que le sujet n'est quand même pas immédiat. Et que si une autorité européenne forte ne s'empare pas du sujet, je crains que nous ayons des déceptions. C'est pour ça que vous me voyez vigilant, optimiste, mais vigilant. J'espère que j'ai répondu à votre question. Parce que là, pour le coup, nous sommes sur un sujet lourd et dont la réponse est peut-être à court terme, dans un sens ou dans un autre. Après, vous avez traité de cette question des entreprises à mission, un concept qui nous tient à cœur, parce que je crois qu'il est la parfaite illustration de ce que l'on recherchait à faire. Et voyez-vous, nous sommes ici dans un milieu coopératif. J'ai découvert moi-même, je ne vous cache pas, à l'occasion de ce rapport, la puissance, en France, de cet ensemble mutualiste et coopératif. C'est pas que j'y ignorais, que dans ma famille, depuis que je suis enfant, j'entends parler de la coopérative auprès de laquelle on apportait nos récoltes. Alors j'ai vécu dedans, vous n'imaginez pas, mais sans me rendre compte à quel point il était une force structurante de l'économie française. Et quand on avait cette idée d'entreprise à mission, c'est cet environnement-là que nous avions en tête. On se disait finalement, là, il y a là une forme de modèle. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas permettre à ce modèle de s'exprimer? Car en fait, il s'agit bien de cela. Il s'agit d'un certain nombre d'individus qui gèrent ensemble une entreprise, quelle qu'elle soit, et qui ont besoin d'affirmer vis-à-vis des tiers le pourquoi elles existent. Et donc de créer au fond une forme de mission dans sa raison d'être, d'intégrer cette mission dans les statuts de l'entreprise, c'est qui est une démarche qui n'est pas immédiate, et ensuite de pouvoir la rendre opposable aux des tiers. C'est une démarche forte, c'est une démarche volontariste, qui répond, je vous l'assure, à une forte demande de reconnaissance des entreprises. Tous ces chefs d'entreprises qui ne demandent qu'à être reconnus pour ce qu'ils font, qui en ont assez qu'on leur reproche des tas de choses, de porteurs de tous les maux de la terre, alors qu'au quotidien, ils passent leur temps, en fait, à réfléchir à des causes auxquelles ils tiennent à cœur, qui sont vraiment la mission de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, etc., et qui n'arrivent pas à l'exprimer ou qui sont mal comprises. L'entreprise à mission est une façon d'extérioriser et de voir reconnaître le rôle immédiat et la raison d'être d'une entreprise. Et là, je crois que ce mouvement sera plus fort qu'on ne le croit. Aujourd'hui, il y a, et je suis heureux de cela, beaucoup de réflexions dans le pays autour de cette question. On voit même quelques beaux exemples de grandes entreprises qui non seulement décident d'affirmer leur raison d'être, mais qui décident aussi de les intégrer dans leur statut. Ce n'est pas une obligation, la loi Pacte ne l'a pas rendu obligatoire, et c'est très bien comme ça. Mais ce mouvement-là, à mon avis, il est irréversible. Ce qu'il faut, c'est ne pas décourager ce mouvement par une absence d'environnement favorable qui découragerait les plus braves face au contexte agressif que j'ai décrit tout à l'heure. Est-ce que je me fais comprendre? Et voilà pourquoi nous tenons beaucoup à ce concept, et voilà pourquoi on l'a développé dans ce rapport. Merci pour ces questions et ces réactions. Merci Rodolphe. On va passer à notre... merci. À notre second juré, donc Bruno Dondero, professeur à Paris 1 Sorbonne. Alors Bruno Dondero, c'est le prof non pas 2.0 mais 3.0. C'est le digital professeur de droit, des cours accessibles via des Facebook Live, très actif sur Twitter, plus de 12 400 abonnés, j'en rêve toutes les nuits. Il dispose également d'une chaîne YouTube, d'un blog sur lequel il est assez actif, donc il ne manque plus qu'un média à son nom. Directeur de Sorbonne Affaires Finances, du département de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne, membre de la commission juridique de l'Institut français des administrateurs, auteur entre autres de droit des sociétés chez Doma Montchrétien en collaboration avec Paul Lecanu. Il s'est beaucoup exprimé sur la loi Pacte et s'est félicité de son adoption. Il nous dira peut-être pourquoi et pourquoi il considère que ce rapport Nota Sénat et la loi Pacte constituent des avancées pour le droit français, peut-être européen, des sociétés.
Merci beaucoup et merci de cette belle invitation. C'est passionnant de pouvoir venir discuter ici de toutes ces questions. Alors, je vais éviter de tomber dans les travers du juriste qui consisteront à dire oui, mais quand même, il y a un article que vous auriez pu utiliser où on n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait correct. Non, on va dire les choses plus simplement. C'est dommage parce que en la matière, c'est jubilatoire, si je puis me permettre. Donc, Mais alors, voilà peut-être pourquoi les juristes ont intérêt à se protéger de cette manière, parce que voilà, on n'ouvre pas de front comme ça. Voilà, on reste bien protégé derrière un mur d'articles. Mais il y a une vingtaine d'années, on se posait des questions qui étaient celles de savoir si l'intérêt d'une société, ça devait être l'intérêt des actionnaires ou l'intérêt de l'entreprise. Et les juristes étaient hésitants. Et puis, on avait envie de se dire quand même, est-ce que c'est au droit de dire ce que doit être l'intérêt de l'entreprise ou l'intérêt de la société? Mais déjà, on avait du mal parce que il y avait cette distinction société-entreprise. On n'était pas à l'aise avec parce que la société, dans le code civil, on nous dit ce que c'est. Et dans le code de commerce aussi. Et les coopératives, par exemple, dont on a parlé, ce sont des sociétés... on va dire, pour faire simple, de forme particulière, mais l'entreprise n'est pas définie par les textes. On n'a pas de droit de l'entreprise. Et une critique qu'il y a eu après le rapport Nota-Sénard et qu'il y a encore aujourd'hui, alors que la loi Pacte a été adoptée définitivement, c'est de dire, mais tout ça est très mal fait en droit. Vous voulez régir l'entreprise et finalement vous venez greffer ça mal dans le code civil ou dans le code de commerce en disant que vous parlez de l'objet social ou de l'intérêt social des entreprises. Et c'est facile de dire, ah, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait faire. Alors, il y a des vraies questions qui se posent et des questions juridiques qui vont se poser. On a décidé de prendre en compte l'intérêt social élargi. Alors déjà, ça pose une très belle question, mais je ne suis pas là c'est pas pour toute solution à un problème. On va essayer de fonctionner à l'envers, donc d'essayer de proposer des solutions à des problèmes. Le droit, on a intérêt à ce qu'il soit le plus performant et à ce qu'il nous serve le mieux possible. Et donc, quand on a décidé d'élargir l'intérêt des sociétés, sous-entendu l'intérêt des entreprises, on a fait quelque chose d'assez original. C'est que la loi, on la connaît plus contraignante que ça habituellement. Et quand on est venu dire, dans ce qui est aujourd'hui la loi Pacte, que l'intérêt d'une société doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, on fait quelque chose qui est quand même très original, c'est que ça n'est pas la loi qui vous dit « faites ça » ou « je vous interdis de faire ça », mais on vous dit « prenez en considération les enjeux sociaux et environnementaux ». C'est intéressant. C'est une loi qui vient vous dire, on ne vous dit pas « il faut faire quelque chose » ou « c'est interdit de faire quelque chose », mais on vous dit « il faut penser aussi à ». Et c'est une forme de norme assez originale, assez riche, qui va peut-être se multiplier. Bon. En tous les cas, ça c'est très intéressant. La raison d'être, c'est ce que les parlementaires ont appelé le deuxième étage de la fusée. La raison d'être, vous l'avez dit, et on l'a compris, c'est on y va volontairement. L'intérêt social élargi, c'est toutes les sociétés, mais ça pose des questions, j'oubliais d'en parler, ça pose des questions. Par exemple, les entités étrangères, les sociétés étrangères qui vont venir implanter des établissements en France auront peut-être intérêt à ne pas créer de filiales françaises, si on veut faire un instant de la technique juridique, mais à créer des établissements qui ne seront pas des sociétés en France, parce que société en France, du point de vue du droit, elle devrait respecter cet intérêt social élargi qui n'oublie pas les enjeux sociaux et environnementaux, alors que si elle crée des établissements, des succursales, bref, des choses qui ne sont pas des sociétés au sens du droit, elles vont pouvoir se dispenser brutalement de ça. Bon, peut-être, ça c'est vraiment une question de technique juridique, mais la raison d'être maintenant vers laquelle on marche, que certaines sociétés ont déjà mise à leur ordre du jour ou ont déjà adopté avec, là encore, de vrais raffinements juridiques. Veolia, par exemple, a décidé d'adopter une raison d'être, mais c'est une raison d'être qui n'est pas, si on lit bien ce qui a été décidé, qui n'est pas dans ses statuts. Bon.
d'autres sociétés. Atos, par exemple, a mis à son ordre du jour une assemblée qui est, je crois, la semaine prochaine. Atos a décidé de soumettre aux actionnaires l'insertion dans les statuts d'une raison d'être. Donc là, on va avoir quelque chose qui va être important, mais cette raison d'être, est-ce qu'on en sera vraiment, et c'est le vrai challenge qu'on a aujourd'hui avec cette notion, est-ce que c'est quelque chose qui va faire finalement partie de ce phénomène, vous savez, qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire que finalement, on colore tout en vert, et bien là, on va mettre dans nos statuts une très belle raison d'être. Ça va être quelque chose d'admirable. On va se donner les objectifs les plus nobles qui soient, la main sur le cœur. Et puis, dans quelques années, on se dira, mais au fait, on n'avait pas une raison d'être. Ah si, on avait promis qu'on lutterait contre la faim dans le monde, les maladies, etc. Oui, mais bon, on a quand même nos actionnaires qui nous réclamaient un dividende de temps, et finalement, on a oublié ces choses-là. Et puis le troisième étage de la fusée, c'est cette société à mission. Alors là aussi, pour non pas faire le juré, parce que là encore, voilà, ce n'est pas la posture qui est la nôtre, mais pour discuter un peu de ces choses-là, sur la société à mission, c'est vrai que est-ce qu'on n'est pas allé dans la tentation de créer une nouvelle catégorie? Les juristes aiment bien ça, créer des nouvelles catégories. On a la SARL, on a la SAS, on a les coopératives, on a les mutuelles, on a les associations. Enfin, ça peut durer comme ça indéfiniment. Les sociétés d'avocats ont elles-mêmes des sous-raffinements incroyables. Et puis, ah ben tiens, si on faisait une nouvelle catégorie plus généreuse que les autres, qu'on appellerait la société à mission, que certains vont choisir. Voilà, on a une nouvelle étiquette, une belle étiquette, et puis on a créé cette nouvelle catégorie qui vient enrichir notre monde des sociétés, notre bestiaire, mais finalement, dans 5 ans, on créera quelque chose. On n'avait jamais pensé à faire des sociétés à intérêt mixte ou des nouvelles sociétés, ça on n'a pas encore exploré. Vous êtes une société anonyme? Non, non, je suis une nouvelle société anonyme, c'est beaucoup mieux. Ah bon, mais pourquoi? Eh bien, ça vient de sortir, vous vous rappelez du sketch de Coluche. Bon, on pourrait comme ça, pardon, je plaisante un instant, mais au-delà des étiquettes, au-delà des catégories juridiques, on a vraiment intérêt à se demander comment les entreprises, finalement, au-delà des catégories juridiques des sociétés, comment les entreprises sont régies. Et peut-être que le droit aurait intérêt aussi, mais là, c'est beaucoup plus compliqué parce que attraper toutes les entreprises d'un seul mouvement, on attrape déjà une réalité qui est incroyablement diversifiée. Mais est-ce qu'on veut attraper aussi les entreprises en disant, par exemple, que les sociétés doivent avoir un intérêt social élargi, penser que c'est en même temps la petite SARL, c'est la société anonyme Renault, c'est la société civile immobilière qui est propriétaire de l'appartement familial, c'est la coopérative agricole, ce sont toutes ces entités qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, qu'on attrape ensemble. Est-ce qu'il fallait attraper aussi les entreprises individuelles ou les entreprises associatives ? Bon, c'est une question que je pose, voilà, en guise de réquisition. Non, mais c'est formidable. Voilà. Mais en tous les cas, on vit une époque qui est incroyable. Vous avez évoqué la révolution numérique. C'est vrai qu'on vit une époque qui est terriblement anxiogène. On enseigne aux étudiants des choses, mais on se dit qu'il y a 20 ans, c'était beaucoup plus facile. Il y a 20 ans, on pouvait se contenter de leur enseigner le dernier arrêt de la Cour de cassation qui a effectivement changé considérablement les choses. Aujourd'hui, il faut apprendre aux étudiants qu'il existe des legal tech, des start-up du droit qui sont peut-être en train de faire disparaître, pendant qu'on leur enseigne le droit, des pans entiers, non pas du droit, mais des pans entiers des professions du droit. C'est une époque qui est terriblement anxiogène. On ouvre la presse, l'intelligence artificielle est en train de remplacer les avocats, les juges, les entrepreneurs. Bon. Dans cette époque très anxiogène, on essaye de s'accrocher, on essaye de continuer à encadrer le fonctionnement des sociétés et des entreprises, et on le fait notamment avec la loi Pacte. Alors la loi Pacte, je l'ai apportée ici, alors elle n'est pas encore au journal officiel, mais elle n'en est pas loin. Je suis désolé, ce n'est même plus l'article 61, c'est l'article 169 maintenant, donc voilà, un petit texte tout simple que les juristes vont avoir, c'est combien? C'est quelques 400 pages que les juristes vont avoir maintenant tout loisir de digérer s'ils n'ont pas déjà commencé à le faire. Mais
voilà, bon, dans ces textes, beaucoup de choses très techniques, mais aussi ces quelques grandes mesures et cette fusée à 3 étages dont on a beaucoup parlé et dont on va parler énormément encore. Merci de cet éclairage. Je retrouve là le bonheur de la discussion avec un juriste de haut niveau. Et quand je dis le bonheur, c'est bien vrai, c'est pas caricatural. J'aime beaucoup le droit. Et j'ai vécu pendant cette période de travail les moments les plus extraordinaires autour des questions de droit. Donc je le dis très, très volontiers. Il y a plusieurs sujets que vous avez évoqués. Alors, je vais peut-être commencer par le dernier. Cette question de l'entreprise à mission, est-ce que c'est quelque chose d'encore nouveau, qui vient rajouter une catégorie? C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler avec Nicole sur le sujet, moi-même été surpris. J'ai été surpris par beaucoup de choses, finalement. Mais en faisant l'état et les diagnostics de la situation française, j'ai été stupéfait du nombre de catégories que nous connaissons dans notre pays autour de la notion d'entreprise. On parle de l'association, de la fondation, de la coopérative, de la mutuelle, du secteur lucratif, du secteur non lucratif, le secteur qui est au milieu. Enfin, et je me suis dit, mais c'est vrai, l'entreprise sociale et solidaire, etc. Et je me suis dit, mais peut-être de façon trop rationnelle, comme chef d'entreprise, j'ai toujours essayé de mettre de l'ordre dans le bazar. Je me dis, mais est-ce qu'il ne faudrait pas rationaliser tout ça une bonne fois pour toutes, essayer de simplifier la carte? Et je dois reconnaître que j'ai vite changé d'avis. Parce qu'en auditionnant des représentants de toutes ces catégories, à chaque fois, je trouvais une bonne raison, effectivement, pour justifier l'existence de cette catégorie de société. Et donc je me suis dit, finalement, la richesse vient de cette diversité. Pourquoi vouloir la détruire? Et cette question de l'entreprise à mission est venue, du coup, se rajouter dans nos réflexions. Et je crois que nous avons souhaité prendre un peu d'altitude, si je puis me permettre. C'est-à-dire, au fond, de dire... il ne s'agit pas de créer une nouvelle catégorie. On n'a d'ailleurs pas créé une catégorie juridique supplémentaire, vous l'avez noté. Ce n'est pas une SA bis ou une SARL ou une SAS, enfin, etc. C'est simplement une notion qui domine en quelque sorte le paysage des structures juridiques des sociétés et qui peut, en gros, s'appliquer à toutes. Et en prenant cette hauteur de vue, si je puis dire, on a voulu éviter de tomber dans la caricature de la création supplémentaire d'un organe qui aurait fait des complexités jurisprudentielles, mais au contraire d'offrir à tout un chacun la capacité d'élever, je dirais, la résonance de sa propre entreprise et de pouvoir l'opposer au tiers. Et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que finalement, je crois que la formule est appréciée à cause de cela. Elle n'est pas contraignante et elle permet à tout un chacun, je dirais, de s'exprimer. J'ajoute une chose, c'est que vous disiez à juste titre qu'on pouvait craindre que ce soit une forme de cosmétique, c'est-à-dire un peu de publicité, je dirais, avantageuse, qui ne représenterait pas la réalité de l'entreprise. Et là, je ne vous cache pas que si notre main n'a pas tremblé sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible. En d'autres termes, nous le savons, je l'ai vu chez Michelin, je le vois partout, on ne vous laissera pas longtemps vivre une mission qui ne serait pas réelle. Aujourd'hui, c'est presque un avantage parmi les quelques défauts des réseaux sociaux, c'est que là, pour le coup, le jugement est immédiat. Et il est parfois très sévère. Et donc je n'imagine pas une seconde une gouvernance d'entreprise qui aurait pris la responsabilité de s'appeler entreprise à mission, qui puisse en fait survivre longtemps si en réalité elle n'était pas en train de mettre en œuvre cette mission. Ça ne tiendrait pas longtemps et l'engagement de ses collaborateurs serait immédiatement réduit à la portion congrue. Et donc je crois beaucoup à cet état d'esprit. Il y a une forme d'influence dans tout cela, il y a une forme voyez-vous, d'entraînement, d'effet d'engagement, etc.
Et je crois ne pas me tromper en vous disant que c'est plutôt bien parti dans ce sens plutôt que dans l'autre. Il y aura toujours des exceptions. On est bien d'accord. Et quant à cette question du droit, c'est intéressant parce que ça a été l'objet de débats d'une virulence, je veux dire, assez impressionnante. Le débat est aujourd'hui apparemment apaisé, si j'en juge par les messages que je reçois et la qualité des messages que je reçois par rapport à ceux que j'ai pu recevoir l'année dernière. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le débat est apaisé parce qu'en réalité, c'est un débat qui rejoint rapidement le bon sens. Je fais partie des quelques personnes en France qui estiment que nous sommes dans un état de droit et que tant qu'on n'a pas notifié qu'on avait changé de régime, nous sommes encore dans un état de droit et que donc le droit a son importance. Je suis de ceux qui pensent, et c'est vrai que tout le monde ne pensait pas de la même manière, que le droit protège les entreprises et non pas l'inverse. Et lorsqu'on nous a opposé, de façon très virulente parfois, le fait de modifier très légèrement un article du Code civil allait entraîner un cataclysme épouvantable, la fin du monde, la fin des entreprises, la terreur judiciaire allant s'abattre sur les entreprises françaises, au point qu'il n'en resterait qu'un tas de cendres. Je me suis opposé à cela et j'ai tenu bon. Parce que je pense en effet que le droit peut protéger l'entreprise. Mettez-vous à la place d'un juge qui, devant une question posée par un plaignant, va essayer de trouver des raisons de substance pour pouvoir s'appuyer et appuyer son jugement. S'il ne trouve pas ce socle dans le droit, notamment le Code civil, ce qui, je vous rappelle, est quand même ce qui fait qu'en France, nous arrivons à vivre à peu près tous ensemble. S'il ne trouve pas ça dans le droit, il va aller chercher ailleurs. Et cet ailleurs, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le droit souple. C'est-à-dire des codes éventuels, comment dirais-je, une série de dispositions prises par des groupes qui considèrent, des groupes professionnels qui considèrent, je dirais, retrouver une forme de raison d'être à travers ces codes, qui sont d'ailleurs fort utiles, hein, et contre lesquels je ne m'oppose absolument pas, mais qui ne sont pas le droit. C'est le droit souple. Et s'il ne trouve pas dans ce droit souple de quoi substanter son jugement, il va encore aller chercher ailleurs. Et le meilleur exemple que l'on peut donner, et il ne date pas d'hier, c'est le procès Erika en France. Erika, pour ceux qui s'en souviennent, c'est ce procès qui a été fait contre un groupe pétrolier français de grande renommée en 1976, à propos d'une pollution marine. Le juge, saisi par des plaignants, ne trouvant pas dans le droit les éléments qui lui permettent de substanter son jugement, est allé chercher ailleurs. Et comme il ne trouvait rien, il est allé chercher jusqu'au règlement intérieur de cette entreprise. Le règlement intérieur. Et là, le juge a dit, il y a une rupture par rapport à un engagement du règlement intérieur et a condamné l'entreprise sur ce pied. Voilà pourquoi je dis que le droit peut protéger les entreprises. Parce que lorsque le juge trouve dans le droit un élément qui va lui permettre de dire qu'il y a une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat, eh bien à ce moment-là, il peut tempérer son jugement. Il peut le porter. Il a des éléments d'ajustement et très fins de son jugement. S'il ne trouve pas cela, il va aller chercher autre chose et à ce moment-là, son jugement est beaucoup plus ouvert par rapport aux entreprises. Et là, effectivement, on peut tout imaginer. Donc je vous dis cela parce que vous vous pensez bien que lorsqu'il s'est agi de modifier d'une phrase un article du Code civil, ce sujet a été non seulement passionné, mais dans mes propres tripes, m'a parfois, je dirais, mis dans une circonstance extrêmement déstabilisante. Est-ce qu'en faisant cela, nous ne sommes pas en train de faire une révolution? Il faut voir ce que j'entendais. Et parfois de la part de personnes qui, normalement,
avait une forme de responsabilité face à la société. Mais enfin, parfois, la passion vous entraîne. Enfin, quoi qu'il en soit, cette phrase qui a été pesée, croyez-moi, des heures et des heures, des journées, qui a fait l'objet d'analyses de la plupart des plus hautes autorités judiciaires du pays, Conseil d'État, Cour de cassation, plus haut niveau de réflexion, passionnant, fascinant, est une phrase qui aujourd'hui, en réalité, n'est pas anodine, bien sûr, parce qu'elle contribue à mettre le droit français en Europe à la hauteur de sa réputation. Un article écrit en 1807 avait sa justification, mais en 2019, m'avouerez tout de même, un article qui disait que la société était là pour être gérée dans l'intérêt de ses associés, rien d'autre. M'avouerez que c'est un peu court à l'époque où l'on vit, et que simplement en disant que il fallait considérer, et les législateurs sont allés plus loin que nous. J'avais demandé que l'on considère. Et là, il s'agit de prendre en considération ce qui est déjà un acte positif, contraignant presque, par rapport à ce que nous avions écrit. Prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, il y avait là quelque chose d'extraordinairement léger, qui mettait le droit français à la hauteur de sa réputation en Europe, qui permettait à la France de prendre le leadership dans le domaine de la future responsabilisation du capital dont je parlais. Personne ne pouvait reprocher à la France d'être hors norme, hors sol, et surtout édictait, ce qui est fondamental, une obligation de moyens mais pas de résultats. Et pour ceux qui, passionnés par le droit, voudraient, avant de s'endormir ce soir, lire un article, je recommande l'article 90, je crois, de l'avis du Conseil d'État sur la loi, que le gouvernement a rendu public d'ailleurs, tellement il était riche. Et cet article 90, dans un nombre de lignes assez limité finalement, mais dense, explique pourquoi cet article n'a aucune espèce de considération problématique par rapport à la justice en France. Je recommande cette lecture, c'est formidable, c'est jubilatoire, et surtout s'il y a dans cette salle des chefs d'entreprise qui craignent encore que cette modification provoque un drame en France, ça les rassurera tout de suite. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci Bruno, et on va clore cette revue d'experts, je dirais, avec Jean-Florent Rérol, donc diplômé de Sciences Po et du MBA d'HEC, parcours remarquable dans les grandes entreprises de conseil chez Arthur Andersen, Ernst & Young, KPMG, actuellement directeur exécutif au sein de Mauro Sodali, donc plutôt engagé dans la finance et auprès effectivement des actionnaires, puisque Mauro Sodali c'est un spécialiste de la gouvernance et de l'engagement actionnarial, également une activité d'enseignement et même de recherche par ailleurs à Sciences Po, SCP, NSAE. Un site remarquable dont je vous recommande la lecture, rerol.eu, hein, au sujet de la valeur et de la gouvernance. Et Jean-Florent plaide pour un concept qui paraît très intéressant et qui, je pense, va faire plaisir à notre intervenant, l'empathie actionnariale. Donc je ne savais pas qu'il fallait être sympa avec les actionnaires, mais il va sûrement développer ce point. Et il exhorte effectivement les sociétés, notamment côté, à se rapprocher des actionnaires. Et il plaide notamment pour une catégorie qui lui semble intéressante, à savoir les investisseurs fondamentaux. Donc c'est peut-être un autre nom, une autre dénomination pour des actionnaires qui seraient plus constituants que d'autres. Voilà. Jean-Florent, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Donc moi, je ne suis pas effectivement un professeur professionnel comme mes deux amis là, mais je suis plutôt un professionnel engagé dans la vie des affaires. Mais c'est vrai que j'ai effectivement quelques activités de cours.
Et mon domaine, effectivement, c'est la finance, et je suis censé effectivement vous poser un certain nombre de questions liées aux actionnaires et à la finance. Alors, moi, j'ai ce rapport, d'une manière générale, cette expression, effectivement, qui est que l'entreprise doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Ma première réaction, si vous voulez, en lisant ce texte et en raisonnant comme un financier, c'est de me dire que finalement, c'est pas très neuf, si je peux me permettre. Je pense que c'était pas très révolutionnaire. C'est très intéressant d'ailleurs. Quand on fait, moi, toute ma vie, consistait à faire de l'évaluation d'entreprise. Je vous rappellerai immédiatement que lorsque vous regardez les cours des entreprises cotées, vous apercevez que la valeur qui est explicable dans un cours ne peut être expliquée que 60% de cette valeur doit être expliquée dans les 10 prochaines années de la profitabilité de l'entreprise, et donc 40% 10 années, enfin toutes les années ultérieures. Ce qui veut dire que, d'une manière générale, les investisseurs prennent en compte, d'ores et déjà, le long terme. Et quand vous faites une évaluation d'entreprise, et là, Rodolphe a parlé de l'avantage concurrentiel, en faisant une évaluation d'entreprise, en prenant une décision d'investissement, eh bien, il faut que je comprenne quel est l'avantage concurrentiel de l'entreprise. On sait qu'un avantage concurrentiel, je vais prendre l'expression de Tom Zangler, que tu dois peut-être connaître. Tom Zangler dit, finalement, pour prendre la mesure de l'avantage concurrentiel, il faut comprendre la théorie stratégique de l'entreprise. Et donc, quand il parle de théorie stratégique de l'entreprise, il parle, je suis désolé, je rentre dans ton domaine, mais il parle de tout ce qui est insight, foresight et cross-sight. L'insight, c'est finalement qu'est-ce que je suis capable de faire, quelles sont mes forces, quels sont les atouts que je mets en branle, si vous voulez, pour faire mes produits, rendre mes services. Le foresight, c'est quelle est la vision que j'ai de mon écosystème, de la façon dont je vais travailler avec les uns et les autres. Et la dernière chose, le cross-sight, c'est comment est-ce que je peux faire marcher finalement à la fois mon organisation avec toutes les organisations qui sont autour de moi. Ça pour dire que lorsqu'on est un financier, quand on veut faire une évaluation d'entreprise, quand on veut prendre une décision d'investissement, il faut absolument comprendre quel est l'avantage concurrentiel de la société. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas ne pas prendre en considération tout ce qui fait la vie d'une entreprise et pas uniquement ses profits à court terme. Je pense que la vision, il ne faut pas être trop caricatural, les investisseurs, contrairement à ce qu'on pense, en tout cas ceux qui comptent, tout à l'heure tu as parlé effectivement de la recherche que j'ai faite là-dessus, je vais la rappeler très, très brièvement parce qu'elle me semble être intéressante pour le sujet qui nous anime aujourd'hui. Quand on regarde l'ensemble des investisseurs dans le monde, vous avez à peu près 40% de la capitalisation boursière mondiale qui est gérée par des investisseurs professionnels que je qualifierais de mécaniques. C'est des fonds indiciels. Entre parenthèses, ce sont des gens qui généralement restent à votre capital pendant des années et des années et des années. Ce n'est pas des court-termistes. Vous avez 40% d'investisseurs qui sont des investisseurs opportunistes, qui effectivement prennent des décisions en fonction de ce qu'ils pensent que le cours de bourse pourrait faire dans l'avenir. Là, je suis d'accord, ils sont totalement court-termistes. Et puis vous avez 20% d'investisseurs qui sont des investisseurs fondamentaux. Ce sont des gens qui sont des stock pickers, des gens qui effectivement vont attendre probablement 1 an, 2 ans avant vraiment d'investir dans une entreprise après avoir rencontré les dirigeants. Ce sont des gens qui vont garder 2 ans, 3 ans, vous me direz c'est peut-être 2-3 ans, c'est peut-être court, mais 2-3 ans leurs actions, et qui vont investir pour des raisons essentiellement stratégiques et parce qu'ils considèrent que l'entreprise est en mesure effectivement de dégager à l'avenir une rentabilité qui est correcte et notamment qui est très largement au-dessus de son coût du capital. Ce sont des gens qui sont effectivement qui ne font que 20% de la capitalisation boursière mondiale, mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils investissent, ils investissent entre 7 et 30 fois plus par jour dans la période de constitution de leur portefeuille que les autres investisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont ces gens-là qui fabriquent les cours, en quelque sorte, à long terme des entreprises. Donc, c'est ma première réaction. Ma première réaction, c'est de dire, attention, les investisseurs, d'une manière générale, sont des gens, en tout cas, le cours de bourse est fait de cette manière-là, ce sont des gens qui tiennent compte
de l'ensemble des paramètres de l'entreprise. Ce ne sont pas des gens qui, contrairement à ce qu'on pense, regardent le résultat net de l'année prochaine. Je pense qu'il faut éviter la caricature. Et de ce point de vue-là, quand on regarde ce qu'ils font, on s'aperçoit qu'ils ont, depuis plusieurs années, ils ont commencé à penser à l'intégration des éléments ESG dans leur stratégie. Et ça, vous avez 90% aujourd'hui des investisseurs qui ont ou qui sont en train de mettre en place des politiques d'intégration de ce qu'on appelle ESG, environnement, social et gouvernance. Donc, ils tiennent compte d'ores et déjà, si vous voulez, il y a une logique qui est assez extraordinaire. Moi, encore une fois, je fais de l'évaluation depuis une vingtaine d'années. Je suis bluffé de voir depuis 4, 5, 6 ans les progrès qui sont faits par l'industrie financière dans l'intégration de ces éléments. Donc, ça doit vous donner beaucoup d'espoir pour effectivement vos idées. Alors maintenant, les interrogations que j'ai, si vous voulez, j'ai trois interrogations en fait. La première, c'est pas les interrogations, c'est plutôt des conditions, si vous voulez, qui font que cette fameuse phrase, cette fameuse prise en considération peut effectivement être utile pour le monde contemporain et le capitalisme. La première chose, c'est le fait que les financiers ne doivent pas être considérés, de mon point de vue, comme des dangers. Je pense qu'il faut faire attention. Dans votre rapport, vous êtes très prudent, je trouve, c'est très bien. Vous expliquez que les financiers viennent finalement contribuer également à la richesse de l'entreprise. Et je pense qu'il faut éviter l'opposition. Ça, c'est la première chose. Si jamais on veut passer, comme le disait l'expression de Bertrand Badré, si on veut passer du billion au trillion, c'est-à-dire pour financer les enjeux du développement durable, la transition énergétique, la refonte du capitalisme, il faut passer du billion au trillion. Il faut trouver l'argent où il est, et c'est chez les investisseurs, et donc on ne peut pas se permettre de les négliger. C'est la première chose, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas rentrer en opposition. La deuxième chose, c'est que la vertu de cette prise en compte des éléments environnementaux et sociaux par les entreprises doit quand même quelque part trouver une démonstration financière à long terme. Je ne dis pas du tout à court terme, je dis à long terme. Il faut éviter, effectivement, à long terme, il faut que l'entreprise soit capable d'allouer son capital correctement et donc générer des rentabilités qui correspondent au coût du capital. Et de ce point de vue-là, il y a un énorme effort à faire du point de vue de l'entreprise pour essayer de conceptualiser, peut-être pas numériser, peut-être pas quantifier, parce que c'est très compliqué, mais au moins conceptualiser toutes ces stratégies ESG et voir comment est-ce qu'elles peuvent effectivement avoir des rendements à long terme pour les actionnaires. Troisième point, qui est un point qui m'est très cher, c'est les problématiques de gouvernance. Il est évident, ce qu'on dit, vous savez, on dit toujours the tone at the top. Il va falloir, dans le futur, si on veut véritablement que ça soit opérationnel, il va falloir que le conseil d'administration soit en mesure de réaliser des arbitrages. Je ne sais pas quelles sont vos idées actuellement sur la situation des conseils, mais je pense, et c'est l'observation que moi je fais, c'est que les conseils ont probablement trois problèmes. Le premier, c'est un problème de structure, c'est-à-dire finalement, pendant très longtemps, on s'est axé sur un certain nombre d'éléments de compliance. Est-ce qu'on avait le bon nombre de femmes, le bon nombre d'internationaux? Je pense que les structures doivent être repensées de manière à ce que les compétences des administrateurs puissent effectivement se déployer pleinement et puissent organiser cet arbitrage de manière efficace. C'est la première chose. La deuxième chose, on a une problématique de processus de décision. On sait très bien qu'un conseil d'administration, c'est finalement une équipe. Et c'est dans cette équipe, il faut qu'il y ait une espèce d'intelligence collective qui soit organisée, qui soit animée et qui évite à tout prix les biais comportementaux. Les sciences comportementales sont là pour nous le rappeler. Donc comment est-ce qu'on peut finalement améliorer les systèmes de décision des conseils? Et enfin, le troisième sujet, c'est un sujet finalement, les conseils d'administration, est-ce qu'on ne leur a pas donné trop de responsabilités, trop de choses à faire en quelque sorte? Est-ce que le conseil d'administration ne devrait pas penser aussi à sa raison d'être
et finalement penser à essayer plutôt de se focaliser sur ce qui est important, quels sont les grands enjeux de l'entreprise, ne pas chercher à trop faire de choses et finalement se centrer sur ce qui est important. Ce que j'appelle la governance story est probablement, de mon point de vue, quelque chose qu'il faudra rajouter à l'equity story demain, si on veut que les investisseurs comprennent que les administrateurs et les conseils d'administration jouent un rôle dans les stratégies d'entreprise. Bien. Voilà. Beaucoup de points fondamentaux dans ce que vous dites là aussi. Ça prouve que le sujet est vraiment très très vaste. Vous avez absolument raison. On n'est pas du tout là pour opposer les acteurs les uns aux autres. Et loin de moi l'idée de dire que le monde financier est démoniaque par rapport au monde de l'industrie, au monde de l'économie, je vais dire, non financière. Il y a d'ailleurs de bons exemples, et vous en avez cité. Il y a une évolution ces dernières années qui est très positive, qu'il faut reconnaître. J'ai un exemple en tête, je préside depuis presque 4 ans Entreprises pour Environnement en France, qui est cette association qui regroupe entre 40 et 45 grandes entreprises françaises sur les questions d'environnement, qui n'est pas une institution récente, elle date, mais 40 ans, elle existait déjà. Je la préside depuis 4 ans. Jusqu'à présent, c'était surtout un industriel qui la présidait. Et je vais passer le relais dans quelques temps à un grand banquier français. Par conséquent, c'est un signe aussi des temps, et il ne faut pas les négliger. Mais c'est vrai aussi que j'ai été confronté, et je le suis encore, à trop de manifestations qui ne vont pas dans le sens de ce que vous dites. Combien de fois je me suis retrouvé à Londres, à New York, à Boston, devant un aréopage de personnages au demeurant individuellement sympathiques, mais qui n'avaient qu'une seule obsession, c'était d'entendre ce que Michelin allait bien pouvoir produire dans les 6 mois qui viennent, et que l'effet volume, l'effet prix, mais raconter pourquoi le trimestre dernier, enfin, etc., vous n'imaginez pas. Quand ce n'était pas pour me dire à la fin, mais quand est-ce que vous allez fermer vos usines en Europe, que ça aille mieux tout de même. Genre de choses qui vous met dans un état vibrant, hein, mais qui est une réalité de la vie. Et donc j'ai trop vécu ça, et je le vis trop encore, pour ne pas penser que la bataille n'est pas gagnée. Et que donc il y a encore beaucoup de chemin. Y compris quand un grand dirigeant, muni des meilleures intentions du monde, vous explique tous les ans ce qu'il faut faire, par oral ou par écrit d'ailleurs, et que lorsque l'on discute avec ces personnages, qui sont d'ailleurs passionnants et certainement extraordinairement sincères, discute avec eux au sommet d'un gratte-ciel où il fait toujours beau, que le monde à long terme est voué à une luminosité permanente, mais que pendant ce temps-là, vos équipes sont dans les étages en dessous, en train de transpirer tout ce qu'ils savent, face à un interrogatoire redoutable sur ce qui va se passer dans les 3 mois qui viennent. Il y a parfois un écart. Et donc je suis vigilant, si je puis me permettre, même si j'accepte l'idée qu'en effet, il y a un mouvement de fond qu'il ne faut surtout pas interrompre et qu'il faut encourager. Donc, pas question d'opposer. Et surtout, une chose que je voudrais dire, c'est que tout ce dont nous parlons aujourd'hui va finir par peut-être devenir un non-débat. Parce qu'à partir du moment où les entreprises elles-mêmes pourront démontrer que le fait qu'elles soient totalement impliquées, parfois même depuis l'origine, et je me permets de citer Michelin, parce que je crois fondamentalement que c'est un parfait exemple, dans ces questions sociales et environnementales, dans leur propre ADN, plus les entreprises arriveront à l'exprimer, à démontrer qu'en réalité c'est parce qu'elles sont comme cela qu'elles génèrent du profit. Et que ce n'est pas parce que c'est une contrainte extérieure qui les oblige à changer leur activité, ce qui est absurde.
plus on démontrera que c'est fondamentalement l'expression naturelle d'une entreprise, plus ce débat que nous avons là aujourd'hui ensemble sera inutile. Je crois que c'est le nirvana. Mais quand on avance dans cette direction-là, vous voyez que je suis très optimiste. Mais bon, je crois que c'est important d'entendre ça parce que finalement c'est la solution au sujet. Simplement, nous avons parfois des périodes transitoires, des périodes intermédiaires, où il faut que les entreprises, pour pouvoir vivre ce qu'elles ont à vivre, trouvent les financements nécessaires et des financements suffisamment long terme, notamment en capital, pour pouvoir faire ce que je viens de dire. Et donc cette période transitoire, intermédiaire que nous vivons aujourd'hui est celle qui pose problème. Mais du coup, je crois, si vous voulez, que ou bien nous réussissons ce que nous avons tous en tête, c'est-à-dire à créer ce mouvement naturel qui n'oppose personne, mais qui rend solidaire en quelque sorte, non seulement les financeurs du reste de l'économie, puis encore une fois, je pense qu'il sera démontré de façon très claire que le capitalisme responsable est en fait la seule voie possible pour la prospérité et le bien-être de nos collaborateurs. Et ce jour-là, je vous promets que je reviendrai ici pour fêter l'événement. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que nous avons encore un peu de travail devant nous, et même si j'accepte totalement votre analyse optimiste du sujet. Voilà ce que je voudrais vous dire. Vous voyez que ce n'est pas un sujet que l'on peut traiter par des individualités. En fait, on est en train de parler d'un collectif. Et vous observerez d'ailleurs, pour ceux qui ont l'œil aigu, que le rapport que nous avons écrit avec Nicole Notat est un rapport dont on nous avait demandé de titrer l'entreprise objet d'intérêt collectif. Et nous avons rebaptisé cela l'entreprise objet d'intérêt collectif. Pardonnez-moi, l'intérêt général. On voulait que pardonnez-moi. On voulait que ce soit écrit entreprise objet d'intérêt général ou l'entreprise et l'intérêt général. Et nous avons dit, on va écrire que c'est l'entreprise objet d'intérêt collectif. Pourquoi ? Pourquoi collectif ? C'est parce qu'on a vraiment voulu faire passer le message qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre seuls dans notre petit monde, que notre écosystème, en réalité, autour de nous, est presque plus important que celui qui nous porte en interne. Et que, collectif, oui, parce que les financiers, les actionnaires sont juste indispensables. Et je me permets de le dire, c'est encore une fois, ne nous y trompons pas, c'est un élément fondamental, constituant de l'entreprise. On ne se trompe pas de combat. Mais qui ne sont pas les seuls. Et qu'il se trouve que les salariés en sont aussi un. D'où toutes les réflexions que nous avons faites sur les questions de représentation des salariés dans les organes de gouvernance. On n'est pas rentré dans les détails ici, mais c'est ça qui est derrière. Et puis qu'au-delà de ces parties constitutives, il y a d'autres parties qui font aussi partie du collectif, qui sont les parties prenantes dont j'ai parlé tout à l'heure, les ONG, les clients, les fournisseurs, les syndicats internationaux, les éléments, etc. Et pour en avoir créé un chez Michelin, je peux vous dire qu'aujourd'hui, jamais je ne reviendrai en arrière, que personne n'imagine de revenir en arrière tellement ça a apporté de la richesse à la réflexion de notre gouvernance. Pour terminer sur votre point de gouvernance, vous disiez est-ce que les conseils en font trop, est-ce qu'ils n'en font pas assez, etc. Je ne crois pas. Ça ne se pose pas dans ces termes-là. Le conseil, ou appelez-le comme vous voulez, conseil de surveillance, conseil d'administration, dans les mutuelles, il peut se poser d'autres noms, enfin peu importe, les organes de gouvernance sont en réalité en charge de choses tout à fait essentielles. La première, c'est définir la raison d'être de l'entreprise. Il ne faut pas le faire tout seul, il faut le faire avec un collectif de l'entreprise, comme nous l'avons fait chez Michelin. Ça a quand même pris 3 ans pour le faire. Pas rien. 120 000 personnes dans le monde ont travaillé sur ce sujet. Et donc la responsabilité de la gouvernance, c'est de déterminer ce qu'est la raison d'être et d'en déduire systématiquement la colonne vertébrale de l'entreprise, c'est-à-dire les grandes orientations et la stratégie.
Parce que ce n'est pas la peine d'avoir une raison d'être si c'est juste pour avoir une raison d'être. La raison d'être, en fait, elle définit la stratégie fondamentale de l'entreprise. Et que donc, en tant que patron, un de mes rôles, c'était de vérifier, chaque fois qu'on m'apportait pour validation la stratégie de l'entreprise Michelin, de valider que partout, en fait, elle répondait directement à cette raison d'être. Et chaque fois qu'elle ne l'était pas, on remettait l'ouvrage sur le métier. Et là, c'est fondamental. Parce que c'est un rôle de management, c'est un rôle de direction, c'est un rôle de détermination. C'est pas simplement de considérer la raison d'être et d'être heureux avec. C'est beaucoup plus profond. Et ça, c'est la responsabilité des organes de gouvernance. Si vous lisez ce rapport qu'on a écrit l'année dernière, vous verrez que c'est un hymne à la responsabilisation des entreprises. C'est un appel aux entreprises, à leur gouvernance, de se prendre en main. De faire en sorte que cette méfiance, ce soupçon qui tourne autour d'elles disparaisse parce que par leurs propres attitudes, ils démontrent que cette méfiance n'a pas besoin d'exister. Et donc qu'elles se prennent en main, qu'elles disent ce qu'elles sont, qu'elles soient fières de l'être. Pourquoi pas entreprise à mission, ou autre chose, peu importe, mais qu'elles le disent. Et qu'elles accordent leurs actes en fonction de ce qu'elles auront pu déterminer. Tout est là, la logique, la cohérence. Parce qu'à ce moment-là, plus personne ne peut contester le rôle des entreprises. Et là, j'ai l'énorme espoir, depuis que nous avons écrit ce rapport, de voir un mouvement qui est en train effectivement de se lever, à la fois dans le monde financier, parce que les banques ont aussi le droit de réfléchir à leur raison d'être, mais dans le monde en général économique, où cette question-là est en train vraiment de poser les bases d'une réflexion nouvelle. Donc c'est un collectif, une entreprise. Et si on oublie ça, on passe à côté de la réalité. Et le rôle des gouvernances, le rôle des conseils, puisque c'est là-dessus que vous avez conclu, me paraît en fait aujourd'hui à renforcer, et non pas l'inverse, à renforcer dans les directions que je vous ai dites, c'est-à-dire dans sa responsabilisation stratégique fondamentale de l'entreprise en fonction de sa raison d'être, de s'entourer d'un certain nombre d'organes qui ne sont pas des organes de direction, mais qui sont des organes qui peuvent les orienter, les aider, les conseiller, et au passage devenir des haut-parleurs pour l'entreprise dans le monde extérieur. Car le comité des parties prenantes du groupe Michelin, que j'ai créé il y a maintenant 4 ans, le temps passe vite, au niveau global, puisqu'il y en a des régionaux également, est un comité que je préside moi-même 2 fois par an pendant toute une journée, avec la totalité des membres du comité exécutif du groupe, qui est composé de gens d'horizons extraordinairement divers. Il y a même une philosophe, il y a des syndicalistes internationaux, des ONG, des gens de très haut niveau dans ces réflexions-là. Mais si vous saviez à quel point ces gens-là ont découvert ce qu'était l'entreprise, mais c'est stupéfiant. Et leur passion à vouloir mieux la connaître, dès qu'ils ont découvert ce qu'était la réalité du monde, du dialogue social chez Michelin dans une usine. Mais vous ne pouvez pas savoir, les gens sont enthousiastes, ils me réclament des réunions supplémentaires. Et voilà des gens qui envoient des messages sur Michelin, dont les organes de gouvernance doivent tenir compte, mais qui en même temps envoient des messages à l'extérieur, en disant, mais finalement, l'entreprise, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on pensait. Peut-être qu'il serait temps d'y faire un peu confiance. Ça change tout. Vous comprenez pourquoi ce rapport nous a permis de dire ce qu'on avait vraiment dans nos tripes. La défense de l'entreprise passe par là. Le capitalisme responsable, c'est un contexte. Le cadre réglementaire et législatif est une aide. Mais le vrai responsable, c'est la gouvernance de l'entreprise. Et là, il faut être à la hauteur. Parce qu'en plus, comme je le disais tout à l'heure, on ne vous le pardonnera pas. Voilà ce que je vais vous dire. Donc, j'espère avoir répondu à vos différents points. Mais moi, je voudrais vous dire à quel point... D'abord, j'étais heureux de partager tout cela avec vous. On a évoqué beaucoup de sujets. Beaucoup auraient pu, d'ailleurs, être creusés. Je sais que vous utiliserez mes propos utilement. Mais c'est un vrai bonheur d'avoir pu le faire de nouveau, parce que ça m'a replongé, d'ailleurs, dans cette période intellectuelle intense qui a été celle de l'année dernière. Et surtout... elle m'a permis de partager avec vous un formidable espoir. Celui qui était en filigrane dans tous les propos qu'on a tenus. Et voyez-vous, si on pouvait terminer sur cette note d'optimisme, je crois que nous avons maintenant une chance unique
de préserver ce qui pourrait être, encore une fois, une force considérable dans l'avenir de notre continent européen, qui ensuite rayonnera dans le reste du monde, croyez-moi, et ne pas subir l'inverse. Et cette chance formidable est là. Elle ne tient qu'à vous, et en particulier à la génération qui arrive, de la porter. Il nous appartient à notre génération de forcer le destin. Voilà, merci 1000 fois de ça. Merci.